les faits sont et demeurent fragiles. D'où vient aujourd'hui la menace ? Qu'est-ce qui met en danger les vérités factuelles, Géraldine Mühlmann? Effectivement, les faits sont fragiles et ça peut être un peu étonnant que je commence par ce premier chapitre intitulé ainsi, La fragilité des faits, alors même que j'écris un livre pour les faits. D'une certaine façon, je ne me suis pas simplifié la tâche et je l'ai assumée. Je pense qu'aujourd'hui, la liberté d'expression est grande dans les démocraties occidentales. La possibilité de converser les uns avec les autres est géante. C'est-à-dire que nous pouvons traverser les frontières, nous pouvons nous parler en direct et les réseaux sociaux sont l'exemple paradigmatique de ce discours constant et même vertigineux. Un point essentiel pour moi, problématique, c'est que nous sommes dans le discours, justement, presque tout le temps, et d'ailleurs aussi beaucoup dans les médias traditionnels, et non pas dans le récit. Je reprends là la distinction de Gérard Genette. Le discours, c'est une humeur, c'est une opinion, c'est ce qui prime aussi dans la conversation. On dit je, on assume une subjectivité, il n'y a aucun problème. Le récit, c'est autre chose. Par nature, comme dit Genette, le récit exige d'objectiver un peu les événements dont on parle. Il y a une dimension d'objectivité, même si l'énonciateur ne disparaît jamais complètement. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dit Genette, le récit ne va pas de soi. Il interrompt les conversations, il crée un moment particulier où on raconte les faits, l'enchaînement des événements. Il exige du temps et de l'attention. L'information moderne est née en donnant la priorité au récit sur les discours. Ça s'est passé aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Ça a gagné toute l'information démocratique moderne. Ça prétendait, et c'est exact, rassembler bien plus de monde que des discours où des subjectivités assumées sont peut-être par nature clivantes. Je pense que le récit, et notamment journalistique, est gravement en crise, et les gens s'informent à travers les humeurs et les opinions des uns et des autres, bien plus qu'à travers des récits factuels. La place du récit rapetisse. Je suis inquiète de cela. C'est d'ailleurs aussi votre inquiétude, Eugénie Bastier. Oui, la dictature des ressentis, oui, c'est cela que... Je crois effectivement que la question des faits a longtemps été débattue. On peut prendre la grande question du négationnisme dans les années 80, qui montre bien que là même, il y avait une discussion sur les faits. Certains ne voulaient pas les reconnaître. Mais il me semble que ce qui est nouveau, c'est la disparition de l'idée même de faits consensuels, qu'il y aurait des faits qui pourraient être partagés par tous. Et je crois que c'est lié à une double révolution, qui avant tout, il faut quand même parler d'une révolution technologique, qui est l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, qui globalise l'information de façon inédite. Et effectivement, on le voit, le récit peut être partagé lorsqu'il touche une communauté qui est assez soudée autour de certains thèmes. Et ce à quoi on assiste avec la globalisation, c'est forcément un deux poids deux mesures permanent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'intéresser à tous les conflits du monde, on ne peut pas s'intéresser à tous les mêmes faits. Donc effectivement, il y a une accusation permanente de ne s'intéresser plus à certains faits que d'autres. C'est le cœur de la question qui se pose aujourd'hui sur le conflit israélo-palestinien, où on a des pays du Sud global qui accusent l'Occident de ne s'intéresser qu'à certains morts et vice-versa. C'est évidemment une conséquence de la globalisation, parce que dans un monde où effectivement tout peut se savoir, où l'on peut être informé de tout en permanence, immédiatement, il y a forcément une sélection qui se fait. Cette sélection est forcément liée à des biais et elle introduit forcément un deux poids deux mesures, un procès en deux poids deux mesures. Donc je crois que ça, on ne le changera pas. La globalisation est là, la globalisation technologique est là. Et je pense qu'il faut avoir une certaine modestie, justement, admettre aussi notre côté situé, admettre que nous nous sommes toujours engagés véritablement dans un regard. On sait que Max Weber parlait de la guerre des dieux, c'était le polythéisme des valeurs. Nous sommes passés de la guerre des dieux à la guerre des yeux, c'est-à-dire du polythéisme des valeurs au polythéisme des faits. Et c'est une donnée que malheureusement nous ne pourrons pas changer parce que nous sommes dans ce monde-là et qui exige, je pense, une modestie pour reconquérir la confiance du public. Vous êtes d'accord avec cela? Oui, juste pour ajouter, vous parliez de Weber, mais Max Weber dit autre chose, c'est que la figure, alors il l'appelle du savant, mais du chercheur et je pense du journaliste, c'est aussi de dépasser le polythéisme des valeurs et de faire attention, y compris aux faits inconfortables, comme il disait, les faits inconfortables pour les valeurs mêmes que nous pouvons défendre. Et cette sensibilité à des faits qui ne nous plaisent pas est une chose essentielle
qui, évidemment, lorsqu'on théorise dans l'ambiance actuelle le « à chacun ses faits », disparaît de manière terrifiante. Ah, ça, je rebondis, si j'ose dire, sur cette expression de fait inconfortable. Parce que vous parlez de la distinction introduite en fait par Benveniste et creusée par Gérard Geneste entre discours et récit. Et moi, je m'interroge justement sur le récit lui-même. L'idéologie, comme l'a montré Arendt, est en fait un grand récit. C'est-à-dire, l'idéologie, c'est une philosophie de l'histoire. L'histoire va dans tel ou tel sens. Et philosophie de l'histoire, le terme, on le doit à Hegel, qui dit « la philosophie n'a d'autre but que d'éliminer le hasard ». Autrement dit, la distinction entre les vérités de fait et les vérités de raison se trouve abolie. Tout ce qui est réel et rationnel, toute vérité de fait doit avoir une raison.